Merci de nous avoir conviés à ce moment d'échange et encore une fois, félicitations pour cette initiative, car je pense que parler de sécurité, échanger, débattre, c'est aussi faire avancer. Et s'il y a un point sur lequel il peut y avoir absolument aucune objection, c'est évidemment sur le titre qui nous réunit aujourd'hui, puisque la sécurité n'a pas de prix. Évidemment, ça fait partie d'une vraie boussole, ce qui me permet d'ailleurs de commencer à répondre à votre question sur le fait que la mise en place des sociétés dédiées, évidemment que ça inquiète. Et que ça amène tout mouvement de transformation, de changement, mais on en a toujours connu dans l'entreprise. Fusion d'établissements, réorganisation, qui ont amené chaque fois des situations qui peuvent compliquer, induire à des comportements qui parfois amènent à avoir de l'anxiété. L'important derrière, c'est qu'on soit capable de maîtriser et qu'on soit capable de mettre en place des dispositifs de suivi. On l'a fait au sein de l'entreprise. Déjà, sachez que dans la mise en place des sociétés dédiées, on a mis en place un comité de suivi au niveau national qui associe les organisations syndicales. La première réunion a eu lieu le 6 mars, pas plus tard que la semaine dernière, qui permet de suivre l'ensemble des éléments, non seulement pour les sociétés des voyageurs, mais aussi pour les filiales fret, sur les aspects sociaux, sécurité, qualité de la production, couverture des postes, tout ça qui contribue évidemment à ce que la mise en place se passe bien et ça amené à se développer. Donc on tient aussi les enseignements là-dessus. Donc des garde-fous, ça paraît indispensable. La transformation, elle peut, dans ces cadres-là aussi, avoir du positif. Moi, j'y vois parce que aujourd'hui, on inquiète sur le fait de se dire on va avoir des gens qui vont se retrouver avec de la polycompétence. D'abord, il n'y a pas besoin d'avoir des sociétés dédiées pour faire de la polycompétence. Hein. Dans les business units classiques ou ailleurs, il existe déjà, depuis de nombreux mois ou années, des moments et des organisations avec des métiers polycompétences. Ce qui me paraît important, c'est que tout est question, de dosage. Puisque l'on touche à des sujets de sécurité. J'imagine que le thème que vous voulez aborder, c'est pas tellement la polycompétence, quelqu'un qui est vendeur tout en faisant des opérations commerciales à côté. Quoique, s'il peut amener à faire de l'escale et s'il peut amener à être aussi éventuellement contrôleur, ça peut évidemment avoir des impacts en sécurité. Ce qui est important derrière, toutes les questions de dosage et sur le fait que les réponses qu'on a pu apporter. C'est chaque fois qu'il y a des bougées sur ce type de métier où il y a un impact sécurité, on demande à ce qu'il y ait une forme de pesage du poste. Qu'on regarde l'impact que ça peut avoir. Est-ce que c'est, je vais parler d'un ancien cheminot, gammé sécurité, est-ce que quelque part, on a une capacité à pouvoir exercer dans de bonnes conditions ces points-là? C'est gravé dans le marbre dans le cadre d'un accord, alors PEDPP, donc parcours emploi, développement, dont le sujet, pesage de poste, classification, a été signé par les organisations syndicales, qui est un premier garde-fou qui permet de se dire on ne peut pas jouer aux apprentis sorciers, on ne peut pas faire n'importe quoi, mélanger plein d'opérations. Premier garde-fou. Deuxième garde-fou, c'est que je pense très sincèrement que je préfère avoir quelqu'un qui maîtrise le produit que d'avoir le fonctionnement par tranche de saucisson qui fait que quelque part on a un bout d'activité, sécurité, sans comprendre complètement la logique produit qu'il y a derrière. D'ailleurs, vous y disiez, fils de cheminot, biberonné. Moi, j'ai été biberonné à l'EEX, établissement exploitation. Ça gênait absolument personne dans la salle, quand on était à l'établissement d'exploitation, la capacité d'avoir une polycompétence. On était aussi bien vendeur qu'à faire des opérations fret ou agent d'infracirculation. Ce qui est important, c'est derrière comprendre la logique produit et comment derrière, on a une logique système qui s'installe. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est favorable. Moi, le premier, on se connaît davantage de formation système. Davantage pour mieux comprendre, parce que ça, c'est à mon avis la clé aussi d'une bonne sécurité plutôt que d'avoir ce point-là. Et puis troisième garde-fou qui paraît important, c'est quand on met des missions de sécurité mélangées, il faut faire attention qu'il y ait une récurrence assez fréquente. Qu'on ne se retrouve pas à dire on a mis juste saupoudré et que la personne fasse des missions de sécurité ou certaines missions de sécurité suffisamment rares pour que ne pratiquant pas assez, elle se retrouve en difficulté le moment où il faut les mettre en œuvre. C'est là le danger qu'il peut y avoir. Donc je pense que la polycompétence n'est pas forcément un obstacle à la sécurité, loin s'en faut, à condition qu'elle soit encadrée, accompagnée. N'oublions pas non plus que les sociétés dédiées qui répondent à des appels d'offres ont un impératif sécurité très fort. Il ne s'agit pas d'imaginer qu'on va brader la sécurité parce qu'on va mettre une société dédiée. Dans les appels d'offres, les autorités organisatrices mettent une pression, et c'est logique, assez forte, voire majeure, sur le thème de la sécurité. Elles sont titulaires de leur propre licence de sécurité et sont évidemment challengées là-dessus. Il y a tout un dispositif qui fait que c'est un vrai enjeu sécurité qui peut vous sortir totalement du marché si vous ne donnez pas les garanties derrière. Donc, je pense qu'avec de l'encadrement,
un petit peu de dosage suffisamment important et surtout donner du sens au métier qu'on peut faire, on tirera les leçons et les éléments retour d'expérience derrière. Mais moi, j'ai pas d'inquiétude à partir du moment où on sait donner le cap et le sens à nos acteurs sécurité. Déjà, renouveler les générations, il faut qu'on le voit de façon positive parce que ça veut dire qu'il y a une dynamique de l'emploi. Alors, on n'est pas toujours d'accord sur certains points, mais permettez-moi de dire, Monsieur Falacara, que la courbe de l'emploi depuis 2022 elle repart à la hausse de façon significative, puisque après évidemment une décennie de recul de l'emploi au sein de l'entreprise, depuis 2022, stabilisation est reprise à la hausse significative, puisque sur 3 ans, nous aurons fait pratiquement 22 à 23 000 recrutements en CDI. Donc ce n'est pas des CDD, intérim, on est avec des emplois qui nous situent largement au-dessus des départs. Et essentiellement sur des postes clés en termes de production, beaucoup par rapport à la sécurité. Donc je dirais que c'est la première des réponses, c'est qu'il y a un renouvellement des générations et que la première façon d'assurer la transmission du savoir, c'est évidemment couvrir les postes. On a couru pendant de nombreuses années, pas dire le contraire, sur le fait d'avoir des postes non tenus, des périodes d'absence de recouvrement des postes qui rendraient délicat la qualité de la formation. Il me semble, et je l'espère en tout cas, en tant que DRH, j'y veille et on va y travailler pour faire en sorte que sur ces postes clés, nous puissions consolider et avoir suffisamment d'anticipation pour éviter d'avoir donc un élément de formation qui ne se passe bien dans la continuité. La formation, d'abord, la SNCF, c'est une des entreprises qui dépense le plus. Et je dis dépense, c'est un mauvais terme, qui investit le plus. C'est ça qui est important, parce que la formation, c'est un investissement. Un investissement non seulement pour l'entreprise, pour les personnels, parce que c'est facteur d'acquisition de compétences, d'ascenseur social, d'amélioration dans l'appréhension des dispositifs. On dépense entre 7 et 8% de la masse salariale sur la formation globale. Évidemment, pas qu'en sécurité, même si en sécurité, c'est un des premiers leviers d'investissement en termes d'heures de formation. Quand vous reprenez l'ensemble du DSA, c'est plus de 1 million d'heures de formation sécurité qui sont consacrées chaque année. Formation évidemment initiale, sécurité, parce que recruter un ADC ou formation continue tout au long de la carrière. Donc c'est quand même une des entreprises qui investit le plus et ça fait partie de notre ADN. Donc déjà, premier point, n'enlevons pas le fait qu'on fait beaucoup en termes d'investissement, de formation, et nous souhaitons maintenir ce cap-là, car encore une fois, une entreprise qui veut se développer, qui veut pouvoir continuer à progresser, doit mettre le paquet sur la formation. Le renouvellement des générations, je pense qu'il faut aussi s'adapter en termes de formation par rapport aux générations qui arrivent. On a eu l'habitude d'avoir des formations assez strictes, établies. Désormais, on recrutait à l'époque, surtout à la sortie de l'école. Et donc avec des gens qui étaient dans la continuité d'une formation. Je vais vous prendre un exemple. Un ADC qui était formé pendant 12 mois dans la continuité de l'école, il était habitué, il avait le bac, il continuait, il se situe dans un système encore scolaire. Aujourd'hui, on recrute de plus en plus avec des personnes qui ont déjà une expérience professionnelle, sur lesquelles parfois c'est très difficile d'appréhender, ayant eu déjà 5, 6, 10 ans d'expérience professionnelle, de s'enfermer avec beaucoup de théories à ingurgiter très très vite et dans l'impatience d'une société en plus qui a évolué, qui veut beaucoup de l'immédiateté pratiquée, certainement qu'il faut repenser aussi et adapter nos organisations de formation par rapport aux attentes d'une nouvelle génération qui a une approche un petit peu différente. Il ne s'agit pas de faire moins, il s'agit de faire mieux pour que ces leviers-là soient plus adaptés, en alternant plutôt pratique terrain et certainement des montées en compétences plus je dirais, progressives et qui permettent de vite pouvoir pratiquer, parce que les temps où on enfermait les gens en salle pendant 3 mois, on ingurgite et ensuite on va sur le terrain, je pense que c'est révolu, on l'a connu avec ingurgiter... S'il vous plaît. Alors... Il y aura question-réponse. On aura l'occasion d'avoir des interactions avec la salle, mais en tout cas, permettez-moi au moins d'avoir cette ambition-là et de la défendre avec conviction, de la même façon que je suis tout à fait prêt à répondre à ces points-là, mais ça fait partie des points sur lesquels on veut avancer. Comme le temps est compté, je voulais aussi profiter de l'appel du pied qui a été fait par M. Falacara pour préciser que vous avez maintement manifesté le fait qu'il fallait réouvrir l'accord formation. On va le faire, j'en ai pris l'engagement.
J'en ai pris l'engagement. J'ai pris l'engagement à l'instance commune. Nous allons l'ouvrir. Sachez qu'il y a une discussion au niveau de la branche et que j'ai promis que nous réouvrons en grand un accord formation à l'échelle du groupe qui devrait, je l'espère, se concrétiser au cours du second semestre. L'objectif étant de se fixer des objectifs ambitieux. Je vous rappelle en plus que j'ai parlé beaucoup d'investissement sur la partie formation, mais cet investissement formation, il est suivi non seulement au niveau du CA, puisque tous les ans, il y a un rapport au CNRG qui suit qu'une émanation du CA pour voir l'évolution de la formation, au sein des CSE, qui regarde l'évolution en nombre d'heures, quanti, quali. Donc ça fait partie d'un levier fort d'attachement et qu'il y a un investissement majeur là-dessus. Donc retenons en positif là-dessus, des recrutements qui nous permettent, quelque part, de garantir une certaine continuité. Et depuis 2022, tout le monde peut admettre qu'il y a une inflexion forte, notamment sur les métiers en lien avec la production. 2, on continue à investir beaucoup et on ne baisse pas le volume de formation. On continue au contraire à vouloir le manifester là-dessus. 3, il n'empêche qu'il faut être agile, adapté. Et 4, on réouvre en grand l'accord formation avec, et je l'ai dit, vous m'avez entendu aussi, une volonté notamment d'avoir de plus en plus des sujets qui permettent d'avoir une compréhension système. J'y suis attaché aussi parce que je pense que quelque part une entreprise il y aurait le danger d'avoir chacun dans son couloir de nage. Il faut aussi comprendre comment un produit se construit et qu'on ait une vraie logique système. Sur les sujets RH, quelques points que vous avez évoqués, sur l'accord de branche formation, ben oui, je le déplore comme vous, et qu'il n'est pas franchement à la hauteur des ambitions qu'on aurait. Moi, je suis évidemment plus, on va hausser le niveau de formation au niveau de la branche, plus j'y serai favorable. Avec ma modeste contribution, on va déjà travailler à ce qui est au sein de l'entreprise, et j'avais d'ailleurs pris l'engagement d'attendre de voir comment ça allait se passer sur le premier semestre avant d'entamer les négociations et les discussions spécifiques au sein de notre entreprise. L'ascenseur social, par contre, là je m'inscris en faux, parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui fonctionne et que nous continuons à vouloir faire fonctionner, puisque ça fait partie d'une promesse employeur forte. 70% de nos cadres sont issus de la promotion interne. C'est pas parce qu'on recrute un externe en CDI, qu'on recrute plus au cadre permanent, que ça change des choses sur ces points-là. Et nous avons encore une fois la forte volonté, là on dépasse les sujets sécurité, mais forte volonté de continuer à afficher une dynamique importante d'ascenseur social. Et on a tous les dispositifs, et je reviens encore une fois sur, par exemple, l'accord PEDPP qui souligne l'engagement fort de volume, de promotion interne et de capacité à pouvoir booster là-dessus. Dernier point qui, à la limite chez Jean-Claude et un peu chez moi, sur les primes pour les niveaux d'accident de travail. Je vais faire une réponse à titre personnel, en tant que DRH. Moi, j'y suis pas favorable. L'ancien patron de BU que j'étais aussi n'y est pas favorable. Par contre, je ne conçois pas que dans une entité, on crée des challenges et qu'on puisse récompenser si il y a eu des accidents du travail graves. Parce que le danger qu'il y a, attendez, si vous faites les questions et les réponses, c'est quand même plus facile, mais en général, le mieux, c'est de s'écouter. Surtout que sur ce point-là, en plus, je vais plutôt dans votre sens. Donc, sur le fait que je considère qu'il y a un effet pervers lorsqu'on lit directement le sujet de la prime à l'accident de travail, c'est que ça peut amener des dérives sur le fait qu'on va pas déclarer un accident du travail, considérer qu'il y a ces points-là. Donc ça, je pense qu'il faut mettre des garde-fous là-dessus, en tant qu'employeur. Non, mais... on le répète, on dit que c'est à manier avec prudence. Ça peut avoir un effet électrochoc intéressant parfois, de sensibiliser sur le fait qu'on amène. Moi, je ne suis pas un fervent supporter de ce sujet-là. Je pense qu'il faut le manier avec beaucoup de prudence. Mais je redis par contre à l'inverse que même si tous les objectifs sont atteints, il paraît inconcevable s'il y a eu un accident du travail grave que quelque part, même si ça n'avait pas été pris comme objectif, on considère que... Donc c'est plus par défaut, où on doit mobiliser tous les quotidiens. Moi, je suis plus pour faire prévention, mettre en amont, pour sensibiliser, qu'il y ait un partage, vraiment un vrai retour d'expérience, qu'une pure dictature du chiffre qui, quelque part, ne sera jamais bonne sur l'ambiance au travail, sur le fait qu'il y aura un risque réel de masquer les actions du travail. Alors, vous l'avez dit, hein, on ne va pas revenir aux ordonnances Macron, les points qui ont amené à une évolution. Moi, j'aurais tendance à dire, déjà, faisons marcher ce qui existe. Rappelons quand même que le CSE a repris les responsabilités des sujets de CHSCT, qu'il y a des CSCT qui sont en place, qu'on a créé des instances et des points comme le comité de sécurité ferroviaire, des CSCT à l'échelle des 5 SA, qui permet d'avoir ces points-là. Il y a un levier qui, à mon avis, ne fonctionne pas assez, c'est le sujet des RPX. Les RPX, ils sont là, en proximité aussi, pour travailler suffisamment en amont, en prévention, en appel.
Donc voilà déjà des sujets sur lesquels on pourrait progresser, avancer. N'oublions pas qu'entre-temps, et peut-être que tout à l'heure je fais un peu le contre-pied, évidemment, je suis un fervent défenseur du statut, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, mais vous évoquez tout à l'heure que la meilleure protection de la sécurité, c'est le statut et le droit disciplinaire. Moi je pense que la meilleure protection, c'est plutôt le fait d'avoir libéré la parole. Ça, c'est des choses fondamentales qu'on a bougées, qui permettent aujourd'hui de plus plaindre comme autrefois. On planque le sujet parce que sinon on se fait attraper, c'est sanctions immédiates. Libérer la parole, ça veut dire que derrière, on est en capacité aussi d'avoir un collectif qui analyse, qui regarde qu'est-ce qui a pu amener à une erreur sécurité, et ça fait partie des sujets de proximité. Et je pense que c'est là aussi une façon d'associer les représentants du personnel, d'associer l'ensemble des acteurs en local pour, je dirais, relativiser ce qui parfois est une erreur en sécurité qui ne se traduit pas ça. Voilà comment il faut qu'on le fasse fonctionner en local. Et puis je crois aussi au développement que peut être l'excellence opérationnelle, qui aideront à mieux appréhender. Ce n'est pas forcément une instance supplémentaire, c'est mieux faire fonctionner ce qui existe déjà et utiliser encore plus le collectif aussi, qui est là, à mon avis.